Bonsoir. Je voudrais commencer par remercier la Bibliothèque Comté de nous accueillir pour ce cycle de conférences. Et tout spécialement Véronique Jamet, qui a réussi à donner vie à notre projet et qui s'occupe d'ailleurs désormais de la communication de ces conférences. Alors avant que j'oublie, je vous dis tout de suite que la prochaine conférence sera le 15 juin et qu'elle sera sur l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes au sein des entreprises par notre collègue Stéphane Lamère. Alors pourquoi avoir choisi ce thème de la médiation obligatoire ? Alors d'abord, c'est parce qu'il y a une actualité brûlante. Et aussi parce que je suis responsable de certificats sur la pratique de la médiation qui font découvrir à nos auditeurs la position de tiers, c'est-à-dire de celui qui va tenter d'amener les parties en conflit à trouver elles-mêmes leur solution. Alors dans ces certificats, il n'y a pas de cours de droit, il s'agit vraiment de posture de médiateur. Et donc, c'est la raison pour laquelle je voulais tenter de montrer comment les juristes appréhendent la médiation. Alors, dans un monde idéal, les personnes en conflit devraient d'abord essayer de régler leurs conflits entre eux, leurs différends, dit le droit, entre eux. Et d'ailleurs, le droit les encourage à recourir à ce mode de règlement amiable. Mais comme on est à l'heure de l'économie des budgets, du budget de la justice surtout, et avec une réelle volonté de pacification des contentieux, y compris même en matière de divorce, il s'agit de rendre les choses moins belliqueuses, eh bien, il est apparu utile de rendre parfois la médiation obligatoire, obligatoire sous deux aspects. D'un côté, nommer un médiateur devient obligatoire pour la majorité des professionnels. Et d'un autre côté, les justiciables sont incités, voire obligés, de recourir à un médiateur. Alors, ce sont ces deux facettes finalement d'une même pièce. Obligation d'avoir un médiateur pour les professionnels et obligation de recourir au sens plus large, un mode de règlement alternatif des différends, que je voulais vous faire découvrir aujourd'hui. Alors tout d'abord, depuis le 1er janvier 2016, donc, tout professionnel doit permettre aux consommateurs ou usagers l'accès à un dispositif de médiation de la consommation. Et il s'agit de vouloir résoudre à l'amiable le litige qui l'oppose à ce professionnel. Donc à cet effet, le professionnel doit garantir au consommateur le recours effectif et gratuit à un dispositif de médiation de la consommation. Alors pour cela, le professionnel peut choisir soit de nommer un médiateur au sein de son institution, soit d'identifier un médiateur de la consommation dont il souhaite relever et adhérer à son dispositif. Alors, il est évidemment impossible de mentionner un médiateur sans contracter, sans passer un contrat avec lui et adhérer évidemment aux conditions de recours à sa médiation. Alors, dans tous les cas, ce médiateur, désormais, il doit avoir été référencé par une commission qui a été créée, qui s'appelle la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Donc, cette commission, elle valide tous les médiateurs, quel que soit le secteur, ça peut être le tourisme, l'eau, l'assurance, l'éducation, et elle a aussi le pouvoir de révoquer ces médiateurs si elle considère qu'ils ne respectent pas les règles que le Code de la consommation lui impose. C'est ce que je vais vous décrire très vite. Alors cette liste des médiateurs de la consommation, on la trouve sur le site du ministère de l'économie. Et donc, un statut de médiateur de la consommation a été créé à cette occasion. Et évidemment, on lui demande des exigences d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Et il doit rendre compte à la commission. Il doit d'ailleurs aussi faire un rapport annuel. Donc, le médiateur de la consommation, nous dit le Code de la consommation, accomplit sa mission avec diligence et compétence
en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure transparente, efficace et équitable. Donc, vous voyez, vaste charge, et sachant qu'il doit établir chaque année son rapport d'activité. On lui demande d'avoir des aptitudes dans le domaine de la médiation, ainsi que de bonnes connaissances juridiques. C'est évidemment, notamment dans le domaine de la consommation, mais on le trouve dans de nombreux domaines. Vous avez le médiateur de l'assurance, vous avez des médiateurs pour l'immobilier, pour les conflits de voisinage, vous avez des médiateurs un petit peu partout. Certains, c'est juste une possibilité de les nommer, dans d'autres cas, c'est obligatoire. Dans tous les cas, ce médiateur doit être rémunération sans condition du résultat de la médiation. Et il ne doit pas être en situation de conflit d'intérêts, à moins de le signaler le cas échéant. Donc, la question, vous voyez, c'est le professionnel va choisir soit de nommer un médiateur au sein de son entreprise, soit de choisir un médiateur extérieur qu'il trouve sur la liste du ministère de l'économie. Et ces médiateurs donc, sont contrôlés par cette commission. Alors, lorsque le médiateur est choisi au sein de l'entreprise, ou du professionnel au sens large, il est donc employé et rémunéré par l'établissement. Et donc, il doit satisfaire à des conditions supplémentaires. Parce que forcément, si c'est un salarié du professionnel, il faut être sûr qu'il n'y a aucun lien hiérarchique ou fonctionnel qui pourrait entraver sa médiation. Et donc, il faut qu'il puisse avoir un budget distinct est suffisant pour pouvoir exécuter sa mission, et il doit être séparé des organes opérationnels du professionnel. Donc c'est un statut particulier qui fait que le médiateur doit être au sein de l'entreprise, mais suffisamment indépendant, sans lien de subordination, pour pouvoir décider de façon neutre et objective de la façon de mener cette médiation. Alors, d'autant plus que le texte nous dit qu'à l'issue de son mandat, alors généralement il est nommé pour 3 ans, il a l'interdiction de travailler à nouveau pour ce professionnel. Ce qui fait qu'il faut qu'il change d'entreprise, il va falloir qu'il trouve peut-être un poste de médiateur chez un autre professionnel. Donc on le voit, le professionnel doit trouver un médiateur et il doit surtout en informer le consommateur. Il faut que le consommateur sache qu'il y a un médiateur qui existe et il faut lui en faciliter l'accès. Et donc il faut une information lisible et visible dans le contrat qui lie le consommateur ou l'usager avec le professionnel. Et cette mention doit se retrouver non seulement dans le contrat, mais sur tout support auquel le consommateur a accès. Alors évidemment, le recours est au choix du consommateur. Il peut choisir un autre médiateur, mais il faut que le professionnel lui en propose un avec une adresse Internet, avec le moyen de pouvoir le contacter. Et donc, sur tous les documents, que ce soit des conditions générales de vente, des bons de commande, sur le site Internet, eh bien, il faut qu'on trouve les coordonnées d'un médiateur. Et si un litige arrive entre un consommateur et le professionnel a aussi l'obligation, si un litige commence, de lui dire « Attention, n'oubliez pas que nous avons un médiateur ». Donc vous voyez, c'est de façon préalable et au moment du litige que le professionnel doit dire « Nous avons un médiateur », sachant que le client peut choisir quelqu'un d'autre, mais il est quand même plus simple de choisir
des médiateurs institutionnels. Le médiateur de l'assurance a un contentieux exponentiel et il rend des décisions qui sont souvent approuvées par les parties. On est à un taux de 75%. Parce que voilà, la décision est sage et détachée de tout conflit d'intérêts. Donc, de façon pratique, hein, comme je vous le disais, on doit trouver les coordonnées de ce médiateur. Alors, vous le voyez, le professionnel a l'obligation de communiquer et de trouver un médiateur pour régler les différends qu'il peut avoir avec ses différents clients, usagers, consommateurs. La liste est longue. Alors ça, c'est le premier versant hein, de cette pièce hein, qui nous donne deux obligations. Un professionnel a l'obligation de trouver un médiateur et surtout de le mettre dans ces documents. Hein, pour un particulier, pour une entreprise, c'est 15 000 € d'amende hein, si le document n'y est pas. On est à 3 000 €, je crois, si c'est un particulier, si c'est une personne physique. Hein, pardon. Donc un commerçant, personne physique, paiera 3 000 € s'il n'a pas pensé à mettre le nom d'un médiateur, à proposer un médiateur à ses clients. Pour les entreprises, c'est beaucoup plus cher. Donc cette première phase, c'est l'obligation d'avoir un médiateur pour les professionnels. De l'autre côté, le justiciable, lui, va, s'il a un conflit avec un professionnel ou s'il a un conflit avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas forcément qu'un professionnel, il a parfois, donc le justiciable, on va dire au sens plus large, l'obligation de passer par une médiation préalable avant de saisir les tribunaux. Et donc, c'est assez intéressant parce que y a énormément de petits conflits de consommation. Et finalement, on leur dit non, vous ne pouvez pas saisir tout de suite le tribunal judiciaire, vous devez d'abord procéder à une médiation. Alors, ce n'est pas forcément une médiation. Le Code de procédure civile nous dit qu'il faut que vous passiez par un mode alternatif de règlement des différends, qu'on appelle les MARD. Et donc, soit on les incite, ces justiciables, à aller recourir à un médiateur, soit on les oblige, clairement, à recourir à un médiateur. Donc, avant de saisir le juge, il est souvent obligatoire de passer par l'étape du règlement amiable. Alors, premier exemple, quand on est agent ou contractuel de l'éducation nationale ou agent territorial, eh bien, s'il s'agit de contester une décision de votre administration, donc de votre employeur, administration-employeur, si vous voulez contester cette décision devant le tribunal administratif, vous avez l'obligation d'engager une procédure de médiation avant de saisir le tribunal administratif. Alors, c'est un décret qui a été rendu sur, vous voyez, la médiation dans les services administratifs, finalement, dans l'administration. Et ce décret-là est toujours en vigueur. Et simplement, et je ne vous donnerai pas la liste, ils font la liste des décisions qui peuvent porter grief à un agent ou à un contractuel. Et si cette décision fait partie de la liste, eh bien, impossible d'aller directement devant le tribunal, il faut passer par un médiateur. Alors, quel médiateur ? Eh bien, le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou un médiateur académique. Alors, je suis allée voir qui était le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur actuellement. C'est une médiatrice. Il s'agit de Madame Catherine Becchetti-Bizot, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Et donc c'est elle qui s'occupe des demandes concernant le fonctionnement du service public de l'éducation nationale, des maternelles et de l'enseignement supérieur.
Alors c'est assez amusant voilà. La maternelle est au milieu de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est l'obligation, vous voyez, qu'a le justiciable de recourir, de passer par une médiation avant de saisir les tribunaux. Mais maintenant, il y a une disposition beaucoup plus large, parce que là, ça concerne le service public, qui était dans le Code de procédure civile. C'est pour ça aussi que je voulais faire cette conférence, parce que le Conseil d'État est passé par là pour contrecarrer le projet, les projets de la chancellerie. Voilà ce que disait le Code de procédure civile. Il imposait qu'une demande en justice soit précédée au choix des parties par une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative. Et ces trois modes que je vais vous expliquer, évidemment, fallait en choisir un des trois lorsque le litige concernait un montant n'excédant pas 5 000 €. Donc, tous les litiges de la consommation, généralement c'est en dessous de 5 000 €, donc immédiatement, tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Et ça concernait aussi les conflits de voisinage et les troubles du voisinage. Alors les conflits de voisinage, quel que soit le montant, parce que ça encombre tellement les tribunaux qu'il fallait trouver un moyen d'essayer de pacifier ça avant d'encombrer le nouveau tribunal judiciaire. Alors, c'est simple, si cette tentative de règlement amiable du litige n'avait pas eu lieu, eh bien, le juge considérait la demande comme irrecevable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire irrecevable? C'est il ne la recevra pas, il n'écoutera pas les parties, c'est irrecevable. Vous n'êtes pas passé devant un mode alternatif de règlement, vous n'avez pas essayé de régler à l'amiable, donc je ne vous écoute pas, c'est irrecevable. Donc, c'est quand même un couperet assez important. Et alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, je parle au passé, ça va revenir, évidemment, parce que le Conseil d'État est passé par là. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, choisir une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice. Alors, un conciliateur de justice, c'est gratuit. Là où la tentative de médiation, le médiateur, ça peut être payant. Il y a des médiateurs gratuits, les médiateurs de la consommation doivent être gratuits, mais ils ne le sont pas tous. Et donc, choisir un conciliateur de justice, ils sont là, en fait, ils sont... ils font partie des auxiliaires de justice, ils sont formés à l'École nationale de la magistrature. Alors, je me suis renseignée, la formation c'est 2-3 jours, mais il n'empêche qu'ils ont une formation à l'ENM, et ils sont bénévoles. Et donc, ils sont auxiliaires de justice et ils essayent de concilier les parties gratuitement, bénévolement aussi, pour régler leurs différends de moins de 5 000 € ou les conflits de voisinage. Voilà. Alors, le médiateur, de son côté, donc, on nous dit tentative de médiation ou de conciliation. Le médiateur, lui, il y a le médiateur de la consommation, mais il y a tous les autres médiateurs qui sont payants et dont la liste peut se trouver dans le ressort de chaque cour d'appel. Donc, si vous allez dans la cour d'appel du ressort de votre litige, eh bien, vous avez une liste, comme les experts judiciaires, vous avez une liste des experts judiciaires et une liste des médiateurs auxquels vous pouvez recourir. Bon. Dernière possibilité, auquel évidemment vous comprendrez bien que les avocats tiennent beaucoup, c'est une tentative de procédure participative. Alors ça, c'est très peu connu. C'est tout simplement un avocat, on demande à son avocat de tenter une procédure participative, c'est-à-dire c'est un contrat qui est fait par lequel les parties s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leurs différends
et même à la mise en état de leur litige. Donc là, ça devient vraiment une pièce de la procédure. Alors, cette convention de procédure participative, vous vous doutez bien, c'est un avocat qui propose aux parties, écoutez, je vois que votre conflit pourrait se résoudre à l'amiable, voulez-vous faire une convention de procédure participative? Autant vous dire que c'est payant, tout comme le recours à la médiation. Et donc, voilà ce qu'il fallait faire, donc choisir un de ces trois modes de règlement des litiges. Mais le Conseil d'État a été saisi par les avocats de l'illégalité de ce texte. Et pour l'instant, depuis le 22 septembre 2022, cette obligation a disparu. Elle a été annulée par le Conseil d'État, alors que c'est quelque chose d'extrêmement raisonnable et d'extrêmement souhaitable. Simplement, le Conseil d'État a souhaité annuler ce texte. Alors, il a été très raisonnable parce qu'il n'a pas fait rétroagir sa décision, c'est-à-dire qu'il n'a pas effacé tout ce qui avait été fait avant le 22 septembre 2022. Il s'est contenté de dire qu'à partir de maintenant, le texte n'existait plus, donc on n'a pas repris ce qui avait déjà été fait. Alors pourquoi a-t-il annulé ce texte? Parce que le texte proposait des dispenses. On était dispensé de recourir à un mode de règlement amiable dans certaines circonstances. Des circonstances qui sont logiques, mais l'une d'entre elles ne plaisait pas beaucoup aux avocats. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'abord, c'était, donc évidemment, les justiciables sont dispensés de cette médiation préalable en cas de motif légitime. Alors qu'est-ce que c'est ce motif légitime? Le texte nous disait ça peut tenir à l'urgence manifeste. Évidemment, si c'est urgent, on ne va pas tenter un règlement amiable, c'est logique, c'est compréhensible, et on peut expliquer au juge qu'on n'a pas eu le temps, que les denrées vont périr, que le journal va être publié, et donc il faut d'urgence saisir le tribunal. Ça, c'est la première chose. Deuxième motif, ça tiendrait aux circonstances de l'espèce. Donc là, on commence à se sentir un peu plus dans le flou. C'est-à-dire que le juge pouvait considérer que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il était possible de ne pas recourir à un règlement amiable. Alors évidemment, ça faisait la part belle à l'appréciation souveraine des juges du fond, et ça risquait de faire une casuistique sur qu'est-ce qui tient aux circonstances de l'espèce. Donc c'était pas très stable comme motif légitime, mais ce n'est pas là-dessus que le texte a été sanctionné. C'est sur le dernier motif qui tenait à l'indisponibilité des conciliateurs de justice. Donc, on vous dit, vous pouvez faire trois tentatives, soit conciliation, soit médiation, soit procédure participative. Mais si les conciliateurs de justice sont indisponibles, vous pouvez vous dispenser de ce règlement amiable. Donc on laissait tomber les deux autres. Alors pourquoi le texte disait cela? Tout simplement parce que les conciliateurs de justice sont gratuits, alors que les deux autres modes sont payants. Et donc c'était quelque chose de particulier de dire, eh bien écoutez, vous devez faire quelque chose de payant avant d'accéder à la justice. C'était un frein à l'accès à la justice. Donc le motif, c'était, si les conciliateurs de justice sont indisponibles, si vous me démontrez leur indisponibilité, eh bien vous serez dispensé de ce règlement amiable. Alors évidemment, les avocats, ça ne leur a pas plu, notamment parce que justement, ils auraient bien voulu faire une tentative de procédure participative, puisque ils disent, nous, on aurait pu faire une tentative de procédure participative, sauf que elle n'est pas gratuite, contrairement aux conciliateurs de justice. Et alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Donc, en fait, le Conseil d'État a dit, ce terme indisponibilité des conciliateurs de justice, il est trop vague. Ça ne précise pas suffisamment ce que sont ces modalités de l'indisponibilité des conciliateurs de justice. Et donc, de ce fait,
ça ouvre la porte à l'arbitraire, ça ouvre la porte à un juge qui dira oui ou qui dira non, suivant ce qu'il considère comme indisponible ou pas. Et donc le Conseil d'État a annulé purement et simplement l'article qui imposait cette obligation de recourir à un médiateur. Alors, expliquons juste un petit mot sur cela. Les conciliateurs de justice, je suis allée les regarder sur le site, il y en a 2789. Et il y a eu comme saisine des conciliateurs de justice 172 997 demandes. Donc forcément, ça prend du temps d'être traité, que son affaire soit traitée par un conciliateur de justice. Il n'y en a pas assez. En plus, ils sont bénévoles. Donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de magistrats à la retraite, suffisamment de magistrats à la retraite pour pouvoir faire cette tâche. Donc voilà, c'est vrai que les conciliateurs de justice étaient déjà débordés. Donc peut-être que c'était raisonnable de faire disparaître ce texte et de trouver une autre solution. Simplement, donc, tout ça a été annulé le 22 septembre 2022 et depuis, rien. J'ai beau regarder systématiquement le site de la chancellerie ou Légifrance pour être sûr que le code de procédure civile n'a pas été réécrit, rien. Alors pourquoi, et j'en terminerai par là, pourquoi rien? Parce que notre garde des Sceaux a décidé, il y a eu des états généraux, et donc il a décidé de lancer une véritable politique de l'amiable. Et donc il a décidé de développer de nouveaux modes de règlement amiable des litiges et de codifier tout ça. Il va y avoir une recodification des modes de règlement amiable. Et donc, finalement, il attend d'avoir créé ces nouveaux modes, de recodifier pour que tout soit organisé. Enfin, c'est ce que je pense, mais c'est dommage que ces petits litiges viennent encombrer les tribunaux judiciaires jusqu'à ce que le texte sorte. Alors, deux procédures, j'essaierai d'être un peu plus rapide. En fait, il est allé s'inspirer, et je trouve ça formidable, des juridictions étrangères. Donc, il prévoit ce qu'on appelle une césure ou une audience de règlement amiable. Alors, la césure, c'est ce qui se fait aux Pays-Bas et en Allemagne. L'idée, c'est, par exemple, vous avez un procès en responsabilité. Le juge va s'occuper de dire qui est responsable, mais le gros du litige, c'est le montant des dommages et intérêts. Et ça, il le laisse, césure, vous voyez, on coupe le procès en deux. Ça, il le laisse aux parties. Il règle à l'amiable le problème des montants des dommages et intérêts. Et vous voyez, le volet indemnitaire est laissé au règlement amiable, mais pas la question de qui est responsable et sur quel fondement. Donc, c'est ça la césure. Et donc, le garde des Sceaux pense diviser par deux la durée du procès grâce à cela. Deuxième mode de règlement qu'il propose, c'est l'audience de règlement amiable. Alors là, c'est encore plus surprenant, mais c'est fait par nos amis québécois. Et le taux de succès de ces procédures est de 72%, donc pourquoi ne pas essayer cette audience de règlement amiable? Alors, on n'est pas loin du juge de paix, simplement, bon, ce sera un juge de paix compétent en droit qui viendra faire ça. L'idée, c'est le juge va inciter, c'est lui qui va devenir le médiateur. C'est lui qui aura un rôle de conciliation et qui permettra aux parties, avec leur avocat, de trouver un accord. Donc c'est le juge qui va essayer de les concilier. En dehors, vous voyez, de tout contentieux. Alors, comment ils vont faire? Eh bien, ils ont décidé d'aller chercher des magistrats honoraires, juridictionnels, comme je vous le disais, donc les magistrats à la retraite, ou des magistrats à titre temporaire. Moi, j'ai beaucoup de collègues, maîtres de conférences, qui sont aussi magistrats temporaires à temps partiel, en même temps que... Voilà, donc vous aurez deux types de magistrats qui seront recrutés dans les juridictions pour traiter ces questions-là.
Donc plus de médiateurs officiels, plus de conciliateurs de justice, ce seront carrément des anciens magistrats ou des magistrats à titre temporaire qui feront cette tâche de formation, enfin non pas de formation, de conciliation. Et justement, je voulais en terminer par là. Il va bien falloir les former, ces magistrats, à la médiation. Il va bien falloir leur expliquer ce que c'est que la posture de médiateur, ce que c'est qu'un tiers. Et donc j'espère, alors effectivement, l'École nationale de la magistrature, l'École des greffes fera un travail de formation, mais j'espère aussi que le CNAM, à travers ses certificats, pourra aussi expliquer aux magistrats cette nouvelle posture de médiateur, de tiers, qui s'apprend comme tout autre métier. Voilà, mais je vous remercie. Alors, est-ce que vous avez une ou deux questions? Oui. Moi j'ai une question, mais concernant la procédure participative, est-ce qu'on parle bien d'engagement d'une procédure qui n'aboutit pas, qui n'est pas conclusive, ou est-ce qu'on parle d'une tentative d'engagement de la procédure qui aurait été refusée par l'une des deux parties? Alors, en fait, il y a toutes les étapes. La procédure participative, c'est l'avocat qui peut recevoir son client et dire, écoutez, compte tenu de ce que je vois, on pourrait essayer un règlement amiable, on va proposer une convention de procédure participative. Ensuite, si le conflit est déjà devant le juge, devant le litige, eh bien, l'avocat ou même le juge peut dire, on va faire une convention participative. Donc, vous voyez, c'est à toutes les étapes qu'on peut faire cette convention. L'idée, c'est de toujours pouvoir revenir à un mode amiable de règlement des litiges. C'est-à-dire que même si le litige a commencé, on peut revenir en arrière et repasser à un mode amiable. C'est exactement comme en matière de divorce. Le divorce est contentieux, puis on arrive à faire un divorce par consentement mutuel. Là, c'est la même idée, pacifier les contentieux. Donc, à toutes les étapes, ça peut être fait. Et ce qui est très surprenant dans cette convention participative, c'est que les parties aussi peuvent convenir, donc c'est un contrat avec leur avocat, de faire la mise en état de l'affaire. C'est-à-dire que ça va décharger le juge de cela, et puis ensuite, avec ce qui a été fait par les parties, le procès peut avoir lieu. Ce qui fait gagner du temps, finalement, au juge. Donc tout est encouragé, finalement, pour faire gagner du temps au juge et pour désengorger les tribunaux. Tout ça est fait, de toute façon, c'est souhaitable et raisonnable, mais tout ça aussi est fait pour désengorger les tribunaux. Voilà. Oui. Merci en tout cas pour cette conférence très intéressante, parce que c'est un sujet que je ne connais vraiment pas. Moi j'ai une question qui pourrait peut-être faire l'objet en soi qui est peut-être complexe, mais ce serait d'avoir, est-ce qu'il y a une idée du taux de réussite de ces conciliations? Oui. Tu l'as dit pour le Québec, mais en France, est-ce qu'on a une idée de l'efficacité, de la réussite de ces conciliations, de ces médiations? Oui, parce que en fait, chaque médiateur est tenu de faire un rapport. Et donc, dans son rapport, il dit voilà combien j'ai eu de saisines, voilà combien de personnes j'ai reçues, voilà ceux qui ont suivi mes conseils et ceux qui ne les ont pas suivis, parce que la médiation, ce que décide le médiateur, les parties peuvent suivre ou ne pas suivre. Et donc on a des taux on a des taux pour chaque, parce qu'il y a beaucoup de médiateurs institutionnels, le médiateur de l'assurance aussi, beaucoup de ces décisions sont suivies. Et donc on a la possibilité d'avoir des chiffres sur cela, et c'est vrai que ça fonctionne. Donc c'est dommage de pas y recourir, et c'est dommage que le Conseil d'État ait annulé ça, parce que ça fonctionne. Simplement, c'était maladroitement écrit, je peux le reconnaître, ça c'est évident. Et donc là, ils essaient finalement de remettre tout le règlement amiable sur la table, et puis de refaire une codification et de refaire des modes. Mais ce sont évidemment des choses qui fonctionnent, et souvent les gens, ils ont surtout besoin d'un interlocuteur.
Et donc, ça pacifie énormément les choses. Et d'ailleurs, il y a des médiateurs partout. Je ne vous ai pas fait la liste parce que ça n'a pas de sens, mais il y a des médiateurs territoriaux, enfin un médiateur territorial, un médiateur régional ou interrégional pour les hôpitaux. Il y a des médiateurs pénaux. La médiation pénale existe et on incite les parties à essayer de se trouver une solution amiable. Donc voilà, les médiateurs, on les trouve partout. Et d'ailleurs, il n'y a pas encore d'obligation de formation des médiateurs. C'est-à-dire que ce n'est pas encore obligatoire. Il faut qu'ils aient une formation suffisante. Donc la commission ou la cour d'appel va vérifier que le médiateur a quand même une habitude, un savoir-faire et des connaissances. Mais c'est assez léger. Mais bientôt, il y a eu un livre blanc des associations de médiateurs. Et l'Assemblée nationale a reçu d'ailleurs les responsables pédagogiques de nos certificats pour savoir justement ce qu'il fallait faire de la formation des médiateurs. Et il va y avoir une obligation qui va tomber d'ici peu, d'à peu près 200 heures de formation pour un médiateur. Ils vont avoir besoin d'un certificat ou d'un diplôme validant leurs compétences. C'est évident. Parce que n'importe qui finalement peut s'improviser médiateur. Donc il faudrait quand même quelque chose qui atteste d'une compétence, qui atteste d'un travail sur soi aussi, parce qu'être médiateur, c'est savoir ne pas intervenir, chose, à mon avis, dont j'aurais un peu de mal à faire, mais toujours est-il, voilà, ça va tomber d'ici peu, puisque l'Assemblée nationale l'a recommandé, et donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, en fait. Et juste, il y a des certificats de médiation au CNAM. Oui. C'était Lecoq qui avait monté ça. Oui, alors maintenant, il y a 2 certificats parisiens, un certificat pratique de la médiation et un certificat médiateur dans l'institution, qui sont... alors, c'est moi, on m'a nommé responsable, mais les vrais responsables, ce sont Laure Verrier et Catherine Garetta, qui sont des médiatrices avec une réputation irréprochable. Et puis, il y a aussi un certificat de médiation au CNAM Pays de la Loire, qui est aussi rattaché à notre PN de droit, qui travaille à peu près sur le même thème, et donc qui est... qui a un beau succès aussi au sein des Pays de la Loire. Et donc, chacun, en fonction de... C'est le CNAM, en fonction de là où il habite, peut trouver de quoi se former à la posture de médiateur. Et le droit, c'est des petites UE de plus, si vous le souhaitez, pour savoir ce que c'est qu'un trouble du voisinage ou un conflit de consommation. Voilà.